Bonjour tout le monde. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler des figures et structures sédimentaires post-dépôt, c'est-à-dire les figures et structures sédimentaires qui se forment après le dépôt. Ils peuvent être d'origine physique ou bien mécanique, c'est-à-dire on obtient des figures et structures sédimentaires formées par la déformation physique ou bien mécanique du dépôt, comme on peut voir des figures et structures sédimentaires engendrées par une déformation biologique, c'est-à-dire liée à l'activité des organismes qui vivent sur le sédiment. Figures et structures sédimentaires post-dépôt d'origine physique ou bien d'origine mécanique sont nombreuses, mais dans cette vidéo, nous allons citer uniquement les principales figures et structures sédimentaires d'origine physique. Figures de charge, ou bien ce qu'on appelle en anglais les low-weight casts. Elles résultent des interactions entre deux couches superposées de plasticité différentes. Exemple ici, le sable et la vase ou bien la boue. C'est-à-dire les figures de charge se forment à cette limite-là entre le sable et la vase ou bien la boue. Mais ils se forment suite à une pression, à une charge qui s'exerce sur ces dépôts-là. Et on obtient donc la formation de deux principales structures, la formation de pseudonodules de sable à l'intérieur donc de la boue ou bien de la vase, et la formation de structures en flamme, comme on peut voir ici sur cette photo d'un dépôt ancien. Vous avez ici des structures en flamme, c'est-à-dire les parties de la boue ou bien de la vase qui s'injectent à l'intérieur du sable. On a également les structures en flamme ici. Alors les intérêts de ces figures de charge, c'est qu'ils indiquent tout d'abord la présence d'une charge, qui est généralement une charge lithostatique qui s'exerce sur les dépôts. Ils peuvent également servir pour connaître la polarité des ponts, tels que, par exemple, donc, il faut connaître que les pseudonodules se trouvent toujours à la base du niveau où se forment donc les structures de figures de charge. Au contraire, donc, les structures en flamme indiquent toujours, ou bien sont dirigées toujours vers le sommet du banc. Il faut également savoir que à ces figures de charge peuvent être associées d'autres figures de structures qui peuvent se former suite donc à cette charge, ou à cette pression qui s'exerce sur les dépôts. Et par conséquent, par exemple, on peut avoir l'échappement de fluides, des fluides interstitiels et plus particulièrement l'eau qui se trouve à l'intérieur du sédiment. Alors cet échappement de l'eau interstitielle va être donc échappé vers le haut. Cet échappement donc va conduire par exemple à la formation d'autres types de figures et structures sédimentaires, notamment par exemple les convolutes. Les convolutes ou bien convolute lamination. Ce sont des figures engendrées par la déformation de l'amine en général, de l'amine horizontale, et par la pression, si vous voulez, la pression de l'échappement de l'eau interstitielle qui se trouve dans les dépôts, ou bien dans les sédiments. Alors, ces structures également donc, peuvent être déclenchées par des secousses sismiques ou bien une instabilité tectonique au niveau, par exemple, des paléopontes. Alors, ces convolutes, par conséquent, peuvent indiquer la présence d'une paléoponte dans les couches anciennes. Alors, également, ces convolutes-là peuvent être associées à des figures et structures sédimentaires qu'on peut trouver, ou bien des indicateurs, si vous voulez, de paléopontes instables,
tels que par exemple les glissements sains sédimentaires, ou bien ce qu'on appelle les slampings. Les slampings, ou bien également donc, des dépôts de turbidite par exemple. Les dépôts de turbidite, par exemple la séquence type de Bouma, au niveau du terme C, on peut trouver donc des convolutes par exemple, des convolutes, des rides de Coran, etc. Alors pour les glissements sédimentaires, ou bien les slumps, ou bien le slumping, il s'agit là, si vous voulez, de glissements de sédiments encore gorgés d'eau. Si vous imaginez ces couches-là, au moment de dépôt, sont encore gorgées d'eau, c'est-à-dire ils ne sont pas très consolidés. Quand elles glissent, quand on est sur une pente, ils vont glisser, donc ils subir donc une déformation d'origine, si vous voulez, sédimentaire, et non pas d'origine tectonique. Alors, généralement, donc, ces glissements s'effectuent le long des pentes instables, comme ce qu'on a vu pour les convolutes, pentes instables, suite à des mouvements tectoniques, des secousses sismiques, etc. Alors, un glissement sédimentaire ou bien slumping peut se présenter comme ce qu'on a schématisé ici. Il est sédimentaire parce qu'il est encadré à la base et au sommet par des couches non déformées. Entre ces deux couches, ou bien ces terrains non déformés, se trouvent donc les couches désorganisées ou bien déformées. C'est des couches qu'on appelle donc des slumps ou bien qui marquent donc un glissement sédimentaire. Sur cette photo, nous avons donc cet intervalle-là avec des couches désorganisées qui indiquent donc la présence ici de glissement sédimentaire ou bien de slumping. Cet intervalle, comme vous voyez, est encadré à sa base et à son sommet par des couches qui ne sont pas déformées. La même chose ici, nous avons des couches désorganisées qui marquent, bien qui indiquent un slump, ou bien un glissement sédimentaire le long d'une paléopente. Les fonds de dessiccation, bien les mat cracks. Ce sont des figures d'assèchement à l'air libre d'un sédiment fin. Généralement, il s'agit donc de sédiments fins qui subit un assèchement, c'est-à-dire le départ de l'eau, une déshydratation, assèchement, départ de l'eau par évaporation peut-être. On aura donc la formation de ces fentes de dessiccation, bien ce qu'on appelle les polygones de dessiccation, ou bien les mad cracks. Ces mad cracks donc, se forment à la surface d'un banc, bien sûr. Quand on les trouve dans les dépôts anciens, donc ici vous avez un bloc diagramme 3 dimensions sur lequel donc, on a dessiné les mad cracks ici donc en surface, ici c'est en coupe. Regardez en coupe, donc les fentes de dessiccation apparaissent comme des fentes ici. Alors quand on les trouve dans les dépôts anciens, donc ce sont de bons indicateurs si vous voulez des phases d'immersion et ce sont donc de bons indicateurs également de la polarité des bonds. Alors ici par exemple nous sommes à la base d'un bond, c'est-à-dire ici c'est la base du bond, le sommet du bond, sur de l'autre côté on ne le voit pas. Pourquoi on est à la base du bond? Parce que ici les fentes de dessiccation se présentent sous forme de casse, c'est-à-dire sous forme de moulage, notamment ici. Regardez, ici on peut voir facilement le moulage de fonte de dessiccation. Donc on est sur la surface d'un banc, c'est-à-dire le sommet du banc sur lequel sont formés, ou bien ont été formés les polygones de dessiccation, il est déplacé, il n'existe pas, il est peut-être déplacé. Alors ici c'est le banc suivant, c'est la base du banc suivant qui fait le moulage donc des polygones de dessiccation. Alors puisqu'il s'agit d'une phase d'immersion, on peut également avoir d'autres indicateurs sédimentologiques ou bien indicateurs minéralogiques qui peuvent être associés à ces fonds de dessiccation. Notamment par exemple les rides de Coran. Les rides de Coran également donc, se forment dans des
Surtout le courant de vague, par exemple, se forme dans des milieux marins très peu profonds, parfois même, ils peuvent être associés à ces polygones de dessiccation si jamais il y a une immersion. On peut avoir également des indicateurs minéralogiques tels que, si vous voulez, des minéraux évaporiques qui s'associent, si vous voulez, à ces figures de dessiccation. Par exemple, ici sur cette figure, on a les traces de cubes de sel ici, qui a subi donc la métasomatose, c'est-à-dire une dissolution avec le reste, si vous voulez, ou bien les traces des cubes de sel. Donc ici, on a de grands cubes de sel, c'est-à-dire la halite, qui se sont donc formés ici, au niveau donc de cette limite où il y avait donc la phase d'immersion, mais ils ont été dissous par la suite. Vous avez également les bird's eyes. Alors les bird's eyes, comme leur nom l'indique, ce sont des figures ou bien des structures qui se présentent sous forme d'œils d'oiseau et correspondent à l'emprisonnement de billes de gaz sur la plage. Ça, on peut l'observer facilement sur les plages actuelles. Donc, quand on a donc l'avancée, si vous voulez, des vagues de l'eau sur le sable, cette avancée peut donc, dans certains endroits, emmagasiner du gaz à l'intérieur du sable. Puis, lorsque la mer se retire, ou bien l'eau se retire, on peut observer des bosses au niveau de la plage, au niveau du sable de la plage. Alors, ces bosses-là, c'est tout simplement ce qu'on peut qualifier de bird's eyes. Ici, vous avez des bird's eyes en coupe dans un calcaire, par exemple, ici. Alors, ces bird's eyes, ou bien ces figures de type bird's eyes, ou bien œil d'oiseau, indiquent également ce sont donc de bons indices, si vous voulez, de phase d'immersion. Les tipis, ce sont donc des figures ou bien des structures qui se présentent sous la forme de tipis. Tipis, c'est-à-dire la forme des tentes indiennes, qui se présentent comme une flèche comme ça. Hein. Alors ces tipis-là, on peut les observer également dans des terrains sédimentaires. Ce sont donc des structures qui se forment suite à la cristallisation de certains minéraux de roches évaporiques et au départ de l'eau. Donc ici également, on assiste donc à une évaporation, un assèchement donc du sédiment, cristallisation de minéraux évaporiques tels que ici par exemple le gypse par exemple. Et cette cristallisation entraîne, si vous voulez, la formation donc, de ces structures ou bien de ces figures sous forme de tentes indiennes, ce qu'on appelle les tipis. Ils caractérisent généralement les milieux semi-confinés. Donc ici, toujours, donc on est en général dans des milieux semi-confinés, c'est-à-dire des milieux où il n'y a pas un renouvellement, si vous voulez, continu des eaux. C'est ici, donc nous avons schématisé, si vous voulez, ces tipis ici. Donc ici, vous avez des bancs de calcaire, vous avez des argiles avec des evaporites, et en haut, vous avez un calcaire. Alors c'est au niveau du calcaire, on peut avoir donc la formation des structures de tipis. Ce sont donc de bons indicateurs de milieux semi-confinés. Ici, vous avez des tipis anciens. Ils ne sont pas très, très typiques, mais quand même, il s'agit donc de structures de tipis. Parfois, ils peuvent être très gigantesques. Ici, dans un calcaire, ou bien calcaire dolomitique du Lias, du Haut-Atlas. Les figures et les structures post-dépôt, ou bien d'origine biologique, c'est-à-dire qui sont liées à la déformation biologique, c'est généralement ce qu'on appelle la bioturbation. La bioturbation, c'est tout simplement une perturbation d'un sédiment meuble creusé par les organismes. On peut creuser donc des pistes, des terriers, etc. Il s'agit généralement de traces d'habitat, par exemple, ou bien les traces d'activité, c'est-à-dire de déplacement, par exemple. Alors, les traces d'habitat, par exemple, quand on a des traces d'habitat,
on peut donc imaginer des conditions de salinité, d'oxygénation par exemple, favorables à la vie de l'animal. Alors bien sûr, ces figures de structures sédimentaires, on peut les trouver dans différents types de milieux et dans différentes profondeurs. Par exemple ici, si on essaie donc d'imaginer ces structures ou bien ces figures dans un milieu marin, on peut avoir par exemple des organismes suspensivores et des organismes limnivores. C'est-à-dire ici suspensivores, donc ce sont des organismes qui se nourrissent de la matière en suspension dans l'eau. Généralement, c'est des organismes qu'on trouve au niveau des parties les moins profondes, si vous voulez, des milieux marins. Les limnivores, donc on peut les trouver surtout au niveau de la pente et en bas de pente par exemple. Il s'agit donc d'organismes qui se nourrissent de la boue, qui se trouvent donc sur le fond, bien dans l'eau. Alors sur ce schéma, donc, on peut distinguer plusieurs types de faciès, au moins 4 faciès, par exemple ce qu'on appelle faciès ascolitos. Les scolitos, ce sont donc ces organismes-là qui se présentent en forme de tube, et il s'agit donc de suspensivores, et donc qui peuvent soit monter vers la surface ou bien descendre en profondeur en fonction du taux de sédimentation. Généralement, ce sont des organismes en forme de U. Alors, ils montent vers la surface, c'est-à-dire l'interface, ils cherchent toujours l'interface au sédiment. Alors, ils montent vers le haut quand le taux de sédimentation est très important et descendent vers le bas quand le taux de sédimentation est faible, voire même nul, quand il y a par exemple érosion. Alors que ce déplacement de ces organismes-là, il laisse des structures. Ce déplacement donc laisse des structures comme ça, de cette forme-là quand il monte vers le haut, et d'autres structures de cette forme-là quand elles descendent vers le bas. Donc il suffit de regarder la structure laissée par l'animal pour dire est-ce qu'il s'agit, si vous voulez, d'une montée ou bien d'une descente de l'animal. Et par conséquent, dire est-ce on présente un taux de sédimentation élevé ou bien un taux de sédimentation faible. On peut voir également ce qu'on appelle le faciès acrusiana. Les sables, généralement, sont des sables et des siltes. Ce faciès acrusiana, il est formé généralement par des organismes qu'on appelle, donc c'est généralement les limnivores, mais principalement par ce qu'on appelle les rhizocoralliums, par exemple ici. C'est une structure en forme de tube également, mais ici le déplacement il est latéral et non pas vertical, comme ici les scolitos. On peut voir également faciès azophecos, ces organismes-là de forme de J, et quand ils se déplacent, ils peuvent donner ces formes-là. C'est des limnivores également qui vivent sur des sables argileux et siltes. Puis le faciès anérite. Le faciès anérite, c'est généralement donc, des faciès de milieu profond, boue pélagique. La même chose ici, donc ici sur cette figure, vous avez ces différents organismes qui peuvent donner donc les différentes structures, les figures sédimentaires, c'est-à-dire les différents types de bioturbation. Par exemple, ici, vous avez des elementopsis. Elementopsis, donc c'est des figures, bien des bioturbations sous forme donc de terriers, de vers, par exemple. Vous avez également les thalassinoïdes. Les thalassinoïdes, ce sont des terriers branchus, comme vous voyez ici, avec des branches en forme de T ou bien en forme de Y, comme on peut voir ici facilement. Ou bien ces branches sont disposées en réseau horizontal, oblique ou bien vertical, et souvent associées, si vous voulez, à des arthropodes, décapodes ou bien à des bryozoaires par exemple. Généralement, ils vivent à quelques décimètres. Ces thalassinoïdes vivent à quelques décimètres, si vous voulez, de la surface du fond. Il s'agit donc de bioturbation avec de gros organismes en général. Puis on peut voir également les ophicos ici, par exemple, comme j'ai dit, les ophicos sont des organismes qui se présentent sous la forme de J,
ils se fixent donc au niveau de la pointe de J. Ils peuvent donc subir soit des déplacements vers l'avant, ou bien des déplacements vers l'arrière, et donnent donc un aspect comme ça, hein, ce qu'on appelle donc les ophicos. Généralement, ce sont des organismes qu'on trouve au niveau des paléopontes, parfois même associés aux dépôts turbiditiques. Vous avez également des chondrites, par exemple, ici. Les chondrites, ce sont des terriers branchés également, dendritiques, qui ressemblent à un arbre renversé. Comme vous voyez ici, un arbre renversé, le tronc vers le haut, qui permet la nourriture, et ses branches comme les racines enfoncées dans le sédiment. Et généralement, ce sont des organismes qui vivent sur des substrats mal oxygénés, c'est-à-dire ils peuvent caractériser des milieux très pauvres en oxygène, les chondrites. On peut voir également, comme j'ai déjà expliqué, les réseaux coralliums, par exemple ici, les réseaux coralliums, etc. Ici, vous avez donc le sommet d'un pont très biturbé, très dérangé ou bien très déformé par les thalassinoïdes sur le sommet d'un pont du Jurassique moyen, dont le Haut Atlas central. Merci pour votre attention.